Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis philosophes, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je commencerai ce podcast en rappelant ce propos de Wittgenstein qui disait que les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Cette formule contient sans doute l'une des raisons les plus profondes d'étudier la philosophie. Il s'agit pour nous d'élargir notre répertoire de vocabulaire pour vivre dans un monde plus riche, plus vaste. Alors, pour ne pas partir trop vite sur des considérations trop générales et trop vastes, commençons par définir le langage. Eh bien, je vous propose de définir le langage avec l'un des plus grands linguistes de tous les temps, qui se trouve être un Français, Émile Benveniste, dans ses problèmes de linguistique générale, nous dit que le langage, c'est un système de signes qui font sens. Mais attention, ces signes peuvent être de différentes sortes. Il y a des signes gestuels que nous exprimons par le corps, ça fait de la danse. Il y a des signes olfactifs, des messages hormonaux. Il y a des signes sonores qui font de la musique. Donc, il y a différentes sortes de signes. Il ne faut pas tous les confondre. Il faut différencier la langue parmi ces différents systèmes de signes qui désignent seulement les systèmes humains de signes qui sont principalement articulés par un instrument phonatoire spécifique, la bouche, la langue, et graphiques. Ces signes graphiques qui vont constituer l'écriture, même s'il y a aussi une langue des signes chez les muets. Donc, le langage est un système. Que trouve-t-on dans ce système, selon Ferdinand de Saussure, dans ses problèmes de linguistique générale, un texte paru en 1966, eh bien, Saussure différencie le signifié et le signifiant. Au niveau du signe, il faut bien faire cette distinction. Le signifié, c'est ce qui est indiqué par le signifiant. C'est la représentation mentale du concept qui est associée au signe. Le signifié est complètement distinct du référent, c'est-à-dire de l'objet réel auquel il est seulement censé renvoyer et qui reste, au fond, indéfiniment inaccessible. Par exemple, le couteau lui-même. Le couteau avec lequel je mange, c'est le référent. Mais le mot couteau, le concept du couteau comme objet servant à couper mes aliments, eh bien, ça, c'est le signifié. Dans le signifié, il faut encore distinguer un sens dénotatif, le sens littéral, et des connotations, c'est-à-dire des sens figurés, qui sont variables à l'infini selon les contextes. Mais le signe nous renvoie aussi au signifiant, c'est-à-dire à la représentation mentale de la forme et de la matière, sonore ou graphique. Sonore si c'est une image acoustique et graphique si c'est une image notée sur un support matériel avec un stylo par exemple comme vous le faites sur un papier. Donc en résumé, il nous faut bien distinguer le signifié, le signifiant et le référent. Mais il faut surtout distinguer la langue et le langage. Notez bien cette distinction. C'est une remarque très importante pour éviter tous les lieux communs qui sont absolument classiques sur l'opposition caricaturale entre l'homme et les animaux. Une science est née à la fin du XXe siècle qu'on appelle l'éthologie, E-T-H. Éthologie, c'est une science récente dont les spécialistes ont démontré contre les idées reçues, donc de la tradition philosophique, et contre Descartes en particulier, que les animaux aussi ont un langage. Oh, certes, ils ne parlent pas, ils n'ont pas une langue,
même si on peut démontrer que certains animaux comprennent celle de leur maître, en tout cas en partie, mais ils ont un langage, c'est-à-dire un système de signes, gestuels, olfactifs, etc., qui est plus ou moins complexe selon les espèces et qui sert à exprimer leur intérêt à vivre et leurs besoins spécifiques. Alors je vous renvoie à l'ouvrage de Franz de Waal, paru en 2016, « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» On peut tirer de la lecture de ce travail la conclusion suivante, conclusion provisoire sous forme d'une distinction qui va nous aider à apporter toutes sortes de nuances par la suite. Toute langue est un langage, mais tout langage n'est pas une langue. Nous sommes d'accord, les animaux ne parlent pas, même si certains oiseaux de la famille des psittacides, je pense aux perroquets, sont capables d'articuler des mots, d'imiter partiellement le langage des êtres humains, mais ils ne sont pas véritablement capables de créer de nouveaux textes. Par exemple, un perroquet peut bien imiter son maître, il peut bien répéter une phrase qu'il a apprise par cœur, il peut bien l'articuler, mais il ne peut pas créer de nouvelles phrases, avoir l'initiative de phrases originales et pertinentes dans un contexte adapté. Raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'il possède véritablement la langue de son maître. Néanmoins, tous les animaux ont un langage, c'est-à-dire qu'ils possèdent eux aussi leur système de signes gestuels, sonores, olfactifs, etc., par lequel ils expriment leur intérêt à vivre et leurs besoins spécifiques. Et bien voilà, nous arrivons au bout de cette première capsule dont l'objectif était de définir la langue et le langage. Nous nous sommes rapportés à un texte essentiel de l'histoire de la philosophie, même si c'est un texte technique de linguistique, les problèmes de linguistique générale d'Émile Benveniste, et j'espère que ces définitions inaugurales de la langue, du langage, du signe, du signifiant, du signifié, du référent, de l'éthologie, science que vous ne connaissiez peut-être pas, eh bien, ont enrichi un petit peu votre répertoire et ont un peu, j'oserais dire, repoussé les limites de votre monde. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces podcasts.